bienvenue à un autre épisode de Docu Hebdo. Cette semaine, on vous présente deux organismes communautaires de la région qui ont la particularité de faire de l'intégration sociale auprès de gens qui souvent n'ont besoin que d'un simple coup de pouce afin de réintégrer un emploi de façon quotidienne. Je me suis donc entretenu avec Claire Raymond de Moisson Sud-Ouest pour la première partie de l'émission. Première question toute simple, un peu nous expliquer l'historique, d'où ça vient, Moisson Sud-Ouest, et la mission que vous avez finalement. En fait, Moisson Sud-Ouest, ça existe depuis 25 ans, ça fait 25 ans l'année passée, donc c'était mis en place en novembre 1989 par un groupe de citoyens qui avait à cœur justement l'alimentation et faire en sorte que les personnes démunies aient des repas au moins le maximum possible par mois. Et ça s'est développé au courant des années. On couvre maintenant 3 MRC, donc MRC Vaudreuil-Soulanges, MRC Beauharnois-Salaberry et celle du Haut-Saint-Laurent. Quand même un grand territoire avec des couleurs très différentes pour chacune des MRC. Donc, ça s'est développé vraiment rapidement. On est un peu ambigu du fait d'avoir fêté 25 ans. Et du fait aussi qu'on a encore des besoins. Idéalement, ça aurait été de fermer parce que les besoins auraient été comblés au niveau de l'alimentation, mais non, c'est pas vraiment vers ça qu'on se dirige. On se dirige plus, en fait, d'année en année, ça augmente toujours, puis cette année, c'est encore plus criant. C'était particulier pour cette année. On s'était vu justement à ce sujet-là pour le bulletin de nouvelles. Et il y a d'autres organismes aussi. On pourra revenir là-dessus. Au niveau de la mission, il y a la banque alimentaire, oui, que tout le monde, je pense, est familier. Je pense que tout le monde associe Moisson Sud-Ouest à l'alimentation. Mais il y a aussi d'autres volets qui sont intéressants et qui portent des causes sociales. Il y a un volet d'intégration, un volet d'insertion, un volet de sensibilisation aussi. Pour ce qui est du volet insertion sociale, ça se traduit comment ici à Moisson Sud-Ouest? En fait, Moisson Sud-Ouest, on accepte différents programmes d'emploi Québec. Donc, on intègre, on insère des personnes qui sont plus éloignées du marché du travail. On a des plateaux de travail aussi avec le SRSOR. On a des employés aussi qui sont subventionnés par CEMO, donc le service externe de main-d'œuvre. On a des programmes PASS, des subventions salariales. Donc, notre but, c'est un peu d'être un tremplin vers l'emploi. Donc, on les accueille, on les intègre, on leur donne de la formation. À titre d'exemple, on a donné de la formation en décembre sur les transpalettes électriques. Donc, toutes les personnes qui sont ici en insertion sociale, plus les employés, ont eu cette formation-là. Donc, ça, c'est un plus dans un CV, c'est un plus quand tu cherches un emploi. Fait que c'est notre but, c'est vraiment de leur faire un parcours le plus gratifiant possible, puis ce qui peut leur amener de plus grands espoirs de se trouver un emploi. Fait que c'est notre rôle. Celui-là, il est moins connu, mais ça fait partie de nos valeurs. Donc, on travaille ça, puis il y a des choses qui sont en développement aussi pour ces programmes-là. Et on parle de quel type de clientèle? J'ai vu sur Internet récemment, il y avait un programme avec des décrocheurs, des jeunes décrocheurs. Est-ce qu'on parle surtout de jeunes décrocheurs ou ça reste vraiment plus large? Toutes les clientèles. On a, oui, des jeunes décrocheurs. On a des stagiaires de l'école B. Saint-François. Comme je disais, on a le plateau de travail donc du SRSOR, ça, personnes handicapées, TED, autisme, différents. On a des gens plus éloignés du marché du travail, des gens qui manquent de formation. Il y a des personnes qui ont été 5 ans, 6 ans, 7 ans sans travail. Donc, la clientèle... il n'y a pas de limite au final. Si on a des problèmes à l'emploi, on se qualifie pour pouvoir... Oui, les travaux communautaires, tout ça, je veux dire, ça fait partie de l'intégration. Et est-ce que ça implique des particularités quand on dirige une entreprise qui nécessite ce type d'employé-là? J'imagine qu'il y a des programmes, comme vous parliez de programmes spéciaux, mais au niveau de la gestion sur le terrain, qu'est-ce que ça apporte? En fait, ça implique, je dirais, beaucoup au niveau des ressources humaines. Ça veut dire qu'au niveau de l'embauche, quand on embauche quelqu'un, on doit toujours avoir un œil sur la personnalité de la personne. Est-ce que la personne qui va gérer, qui va encadrer ces personnes-là a la personnalité pour encadrer des gens en insertion? C'est-à-dire, si c'est de la santé mentale, il faut connaître ces différents types, si c'est de l'autisme, tout ça. Donc, chacun a leur particularité. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de s'adapter au changement et de comprendre les différences et de prendre les gens là où ils sont. Faire un pas avec quelqu'un qui est en insertion,
Ça peut être juste que la personne arrive à l'heure. Ça peut être juste que la personne soit capable de dire bonjour à l'autre personne. C'est ça de l'intégration. Donc, la personne qui coordonne toutes les personnes sur les insertions, mais doit être capable de voir là où en est la personne et d'accepter le rythme avec lequel il va travailler. C'est une vision qui est complètement différente d'une entreprise régulière où on exige quelque chose. On exige un rendement, on exige ça, tandis que nous, non, on les prend et ils font ce qu'ils sont capables de faire. Notre but, c'est vraiment de les faire évoluer au travers de leur passage ici. Est-ce que c'est comme ça depuis le début? Est-ce que ce volet-là existe depuis... je pense que ça existe depuis quelques années. Oui, c'est ça, ça a toujours fait partie. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne? Ça fonctionne. Donc, visiblement, si l'organisme a 25 ans aujourd'hui, ces gens-là ont une place pour travailler et ont des talents, des qualités que vous êtes capable de reconnaître? Oui, absolument. Confiance en soi, c'est extrêmement important. Il y a un volet donc de sensibilisation aussi, j'imagine, de ce côté-là. Est-ce que on sait que vous êtes très présent dans la communauté, il y a beaucoup des campagnes de financement, on vous voit associé à toutes sortes de causes. Ce volet-là, il se décline comment? Ce volet-là, au niveau de la sensibilisation, on ne l'a pas encore travaillé beaucoup. Par contre, on vient d'embaucher 2 personnes pour compléter l'équipe de Moisson Sud-Ouest. Donc, on a une coordonnatrice en communication et relations avec le milieu et une coordonnatrice en développement des affaires. Vous allez voir au courant de l'année qu'on va travailler un petit peu plus justement au niveau de la sensibilisation et de faire connaître et reconnaître la part de Moisson Sud-Ouest dans le milieu. Il reste le fait que Moisson Sud-Ouest redistribue pour 3 500 000 par année. Et pour vous donner une ordre d'idée, ce qu'on amasse en denrées lors de la guignolée des médias, la grande collecte, on ramasse à peu près 10-12 000 kilos. Ça, c'est une semaine de redistribution. OK. Voilà, c'est une semaine. Ça en prend j'allais dire des kilos, mais ça en prend des tonnes de nourriture. Oui, absolument. Donc ça, on va en parler plus, on va plus faire connaître c'est quoi notre rôle. Nous, on récupère et on redistribue. Puis on veut élargir un petit peu plus au niveau aussi des aliments, là, des fruits et légumes là, qui sont pas conformes. OK. Donc, on va faire de l'insertion sociale des fruits et légumes. C'est un sujet qui est à la mode aussi. Ça commence à se faire dans les épiceries. Faut pas penser... Je pense que quelqu'un qui a été proche d'une terre dans sa vie sait que les carottes sont pas toutes comme dans le sac de carottes qu'on achète. Voilà. Je suis une fille de cultivateur. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, il y a tout ce volet-là, on va le développer aussi beaucoup. Comme vous disiez, c'est un problème qui est en augmentation dans les dernières années. Vous, de votre côté, est-ce qu'on est rendu à un point qui est inquiétant à ce niveau-là parce que d'année en année, les besoins semblent grandissants et puis ça fait aussi en sorte que les gens ont moins d'argent à donner par le fait même? C'est un peu un cercle vicieux? Oui, c'est un cercle vicieux. On a embauché une coordonnatrice au développement des affaires justement en prévision de l'augmentation. Donc, la responsable, qui est Caroline Frelon, va contacter différents fournisseurs, nos fournisseurs actuels, et va en contacter d'autres, voir qu'est-ce qui est possible de faire justement pour qu'on continue à approvisionner nos organismes de la même façon et, si possible, différemment et peut-être plus, au moins au niveau de la variété. Donc ça, c'est un rôle. C'est sûr qu'aussi, de l'autre côté, nos campagnes de financement, il faut travailler beaucoup plus fort pour récolter les mêmes montants. Puis il faut comprendre que quand on donne $1 à Moisson Sud-Ouest, nous, on en redistribue. Et en 2012, on en redistribuait pour 7 $. Ce qu'on veut atteindre, c'est 1 pour 12 $. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a restructuré beaucoup au niveau de Moisson Sud-Ouest pour vraiment maximiser le dollar que la personne donne. Et ça, comment ça s'explique, ce 1 pour 12 $? C'est par des subventions, par des programmes? C'est surtout par la quantité de dons qui nous est donnée, par l'organisation interne, donc qu'est-ce qu'on met en ressources humaines, la grandeur de notre entrepôt, c'est tout un calcul. Toutes les moissons font le même calcul, mais c'est un calcul vraiment... tout est établi, là, qui est vraiment établi. Au final, on a calculé que ce dollar-là, au final, était redistribué à la hauteur de 12 $. C'est ça. Puis on se tient à peu près... Oui, on se tient pas mal à la moyenne. On est une des bonnes moissons là, pour la distribution. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui se classent à un autre niveau, mais je dirais qu'on est quand même bien. Fait que ça, on veut le retravailler aussi. Au niveau des campagnes, comme je disais, on travaille plus fort. Là, présentement, il y a la campagne L'Eau Blase. Donc, vous pouvez donner des denrées. Les L'Eau Blase Provigo
amasse aussi des sous, donc ça nous est redistribué. Il va y avoir la campagne SAQ du 17 au 19, donc les vins généreux. On est jumelé au SAQ des 3 MRC. Donc on entre en contact avec eux, puis on leur demande est-ce qu'on peut vous aider au niveau de cette campagne-là, parce que les sous sont redistribués. À titre d'exemple, l'année passée, les SAQ nous avaient redonné 19 500 $. Donc ça, c'est quand même une campagne importante. C'est un bon coup de pouce effectivement. de ce temps-là. De ce temps-là, oui. Ça m'amène à parler du financement. Vous parlez que vous avez plusieurs campagnes. Est-ce qu'il y en a plus cette année, justement parce que les temps sont plus difficiles? En fait, je pense à Banque alimentaire Canada, Banque alimentaire Québec. Banque alimentaire Canada a développé une assiette bien remplie cette année, qui est une nouvelle campagne. L'année passée, on a fait un test aussi avec les Walmart. Donc, les regroupements, les Banques alimentaires Canada, Québec, développent différents types d'autofinancement, justement, pour aider les banques. Parce qu'on s'entend qu'une moisson a un nombre de personnes restreint qui travaillent. Puis des campagnes de financement, ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie et de ressources humaines. Bien, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que le fait qu'on a besoin de faire plus d'un côté, ça fait en sorte qu'on a moins le temps on est moins capable de rendre le service auquel en premier lieu? Parce que souvent, c'est le cas, là, on s'en a fait beaucoup parler dans notre émission particulièrement. Les organismes sont rendus à un point où ils travaillent tellement fort à essayer de survivre qu'ils ont du mal à rendre leur service. Est-ce qu'on est... En fait, ça commence, mais je te dirais que Banque alimentaire Québec travaille fort pour nous. Heureusement qu'on a ce regroupement-là parce qu'eux s'occupent vraiment des campagnes nationales, ce qui nous aide énormément. Et Banque alimentaire Canada aussi. Mais effectivement, ça demande du temps. Comme vous avez la chance d'être un organisme de plus longue date et plus reconnu, c'est peut-être quelque chose qui vous frappe moins fort un peu qu'un organisme qui commence? On est régional aussi, ce qui est différent. Si je regarde local, s'il y a 40 organismes localement qui mettent en place des campagnes de financement, à un moment donné... Le citoyen payeur. C'est ça. Je veux dire, il y a une tarte, là, puis à un moment donné, là, elle n'est pas plus grande. Là. Il y a peut-être 40, au lieu de 30 organismes, il y en a 40 qui pigent dans la même tarte. C'est sûr qu'à un moment donné, tout le monde est touché. Parce qu'au niveau des banques nationales, des campagnes nationales, donc on travaille vraiment avec les maisons mères et tout ça. Là. Il y a moins de gens qui peuvent piger dans cette grande banque-là. Voilà. Il y a quelque chose dont il a été très question là, dernièrement dans les médias locaux ici, l'union avec la recyclerie de Beauharnois-Salaberry. Je pense que c'est important d'en parler ici. Pour quelle raison cette fusion-là a eu lieu? Mais en fait, ça n'a pas lieu encore, la fusion. Présentement, on est en rapprochement, on a appelé ça un rapprochement. En fait, ça a eu lieu parce que les deux organismes étaient en planification stratégique. Donc, la recyclerie est en planification et Moisson Sud-Ouest aussi est en planification et on a le même consultant. Et d'un côté, nous, par la recyclerie, à Moisson Sud-Ouest, on regardait beaucoup pour développer des projets d'économie sociale, donc au niveau de l'autofinancement et de la formation, tout ça. Et la recyclerie, eux, regardaient leur force et la formation et regardaient plus au niveau de développer, justement, et de gérer différents projets. Donc, on a jumelé ça, on regarde ça, on est en train de tester sur le terrain la faisabilité. Donc, c'est, je pense, la meilleure façon parce qu'on peut faire on peut en jaser, on peut faire plein de papiers. Sur papier, tout est beau. Puis quand tu testes ça sur le terrain, finalement, tu te rends compte que, ça, on n'avait pas pensé à ça, on n'avait pas vu ça. Parce que là, on le teste vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que, présentement, j'assume la direction de Moisson Sud-Ouest et de la recyclerie. Donc, et ces deux organismes en plein développement, fait que je vous assure que ça bouge rapidement. Mais je pense que ce rapprochement-là, si ça a lieu, parce que là, il va falloir regarder aussi au niveau légal, tout ça, qu'est-ce que ça implique, je pense que ça donnerait vraiment une valeur ajoutée, là, honnêtement, là, au milieu. Puis on a les mêmes territoires, la recyclerie a exactement les mêmes territoires que nous. Ça augmenterait au niveau de l'insertion, justement, le parcours de vie. Parce qu'à la recyclerie, les gens qui vont faire de l'insertion, c'est plus des hommes, tandis que nous aussi, au niveau des cuisines, on pourrait développer un grand volet pour les femmes. Ah, et là, on couvre vraiment tout. Oui, on couvrirait beaucoup de choses. Puis nous, ben, c'est de la récupération, mais de la récupération alimentaire, tandis que eux, c'est de la récupération, mais plus de matériaux là, recyclables.
Est-ce que c'est une fusion forcée? Est-ce qu'à la base, c'est quelque chose que vous aviez pensé d'avance? Ou est-ce que c'est en réaction à quelque chose ou si c'est vraiment l'opportunité était là, ça fonctionnait? C'est l'opportunité. Parce que Moisson Sud-Ouest, pas de recyclerie, ça fonctionne, pas de problème. On a un financement de base, on a différentes choses. C'est sûr que la demande grandit, mais on travaille justement pour y répondre. La recyclerie sans Moisson Sud-Ouest peut continuer à vivre sans aucun problème. C'est vraiment, je dirais, pour donner des meilleurs, un meilleur rendement, de meilleurs résultats, des meilleurs services à la communauté, parce que c'est sûr que on fait une économie d'échelle. Je veux dire, une direction pour 2 organismes, une adjointe pour 2 organismes, la coordonnatrice, les 2 coordonnatrices que j'ai ici en développement des affaires ou en communication peuvent faire le travail pour les 2 organismes plutôt que pour un. Il y a une grande économie d'échelle à faire à ce niveau-là. Et on ne sent pas que c'est quelque chose à date, là, ça se passe bien. Au niveau du volume de travail, justement, pour la double tâche, ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'il y a des ajustements. C'est sûr qu'il y a des ajustements. Ici, j'avais quand même formé une bonne équipe, donc je peux compter sur l'équipe. À la recyclerie, on est en train d'ouvrir l'éco-centre aussi de Valleyfield qui ouvre le 22. Fait que ça, c'est comme un 3e point de service. Donc, c'est sûr que présentement, il y a une bonne tâche de travail, là, honnêtement, beaucoup. Mais c'est juste d'organiser le tout pour que chaque personne soit à la bonne place, qu'on ait des bons superviseurs ou des bons coordonnateurs, puis à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va être intéressant à faire. Et cette période-là d'essai, est-ce qu'on s'est donné une date d'évaluation? 3 mois. Donc, à peu près jusqu'à la fin juin. Et là, à date, c'est commencé depuis le 23 mars? Oui, c'est ça. Donc, je pense, la 3e semaine que je suis là. Est-ce que c'est un organisme que vous connaissiez bien avant? La recyclerie, je la connaissais un peu, oui. Pas dans les détails, mais c'est quand même un organisme que je connaissais bien. C'est l'économie sociale. Moi, de l'économie sociale, ça fait 20 ans que je travaille en économie sociale. La gestion d'organismes, je connais bien ça aussi. Fait que c'était pas quelque chose de trop compliqué pour moi d'entrer dans la gestion interne, là. Donc, ça se fait bien. C'est juste l'ampleur du travail qui, la première semaine, honnêtement, j'ai trouvé que c'était beaucoup. Mais là, je suis en train, justement, d'ajuster parce que la première semaine, j'avais comme 2 agendas à jumeler, ce que j'avais pas prévu. C'est l'horaire. Je me disais, attends une minute, j'avais prévu ça, là, il y a ça, ce côté-là. Fait que c'était ça. L'agenda papier, c'est pas comme sur l'ordinateur. Hein? Tu peux pas juste les mettre un par-dessus l'autre. Non, fait que j'avais des conflits d'horaire, tout ça, mais écoute, c'est normal, là, les premières semaines. J'imagine que les gens autour aussi sont plus, connaissant la situation dans laquelle vous êtes, il y a de l'indulgence. C'est ça, oui, il y a de l'indulgence. Les 2 conseils d'administration, on a 2 comités de formés justement pour ce rapprochement-là. Sont là, ils connaissent l'ampleur de la tâche, puis sont là pour m'aider, là. Si on revient à Moisson Sud-Ouest, les projets pour cette année, les projets pour le futur, ça ressemble à quoi? Pour cette année, au niveau des fournisseurs, donc Caroline va travailler beaucoup au niveau des fournisseurs, les contacter, en trouver des nouveaux. On a un projet aussi qu'on travaille avec toutes les moissons, qui est le projet de récupération des viandes congelées en épicerie. Donc Caroline est en train de travailler ça au niveau des fruits et légumes et développer au niveau des cuisines. Donc ça, pour Caroline, elle devrait s'occuper. C'est réglé pour Caroline. C'est ça. Et elle m'aide aussi au niveau de la recyclerie. C'est elle qui est en train de monter le plan de formation pour l'éco-centre. Et pour Marie Legrand, qui est coordonnatrice communication et relations avec le milieu, donc ce qu'on a à faire cette année, beaucoup plus se faire connaître, donc pour chacune de nos activités. On a à revoir aussi notre politique d'accréditation pour les organismes. La mettre à jour, elle n'a jamais été retouchée. OK. Et qu'est-ce qu'il y aurait à changer? C'est ça, on est en train de la revoir. Okay. Pour, qui est-ce qu'on accrédite? Pourquoi on les accrédite? Et leur donner qu'on pourrait dire, avant, c'était primaire, secondaire, tertiaire. Leur donner peut-être une cote de 1 à 6. Ça veut dire 1 étant l'organisme qui est vraiment terrain, qui fait des dépannages, tout ça. Donc, c'est toujours eux qui ont la viande en premier. Puis présentement, on a le tertiaire. Donc, les tertiaires, c'est plus ponctuel, des choses comme ça. Donc, eux, jamais on leur offre de viande parce qu'on en a pas assez pour tout le monde. Donc, eux, on va les fournir plus là, au niveau des jus, des conserves, tout ça. Fait que ça, il faut renoter ça, voir aussi
qu'est-ce qu'un organisme, parce qu'on le fait totalement gratuitement. Donc, si je pense à d'autres moissons demandent aux organismes de leur donner une journée de bénévolat par année. Ce qui nous aiderait beaucoup, parce qu'avec nos campagnes de financement, ça nous aiderait. C'est des bénévoles. Ça peut paraître pas grand-chose. Pour l'organisme, c'est pas grand-chose de venir donner une seule journée, mais vous, si on multiplie les organismes, c'est... Ça nous fait une banque de bénévoles pour chacune des activités, donc... On commence à observer cette possibilité-là aussi. Puis, Marie va aller siéger au table de sécurité alimentaire. On est en train de préparer un PowerPoint, justement, pour présenter ce qu'est Moisson Sud-Ouest, ce qu'est une banque alimentaire. On ne fait pas affaire avec les participants, on fait vraiment affaire avec des organismes. Tout présenter ça parce qu'on est encore méconnus. Oui, bien c'est ça. Ouais. C'est intéressant, ce volet-là. On a l'impression que les gens viennent ici chercher de la nourriture, mais c'est pas le cas. Pas le cas du tout. Vous, ça se passe à l'étage supérieur, un peu. C'est ça. On est un peu comme un grossiste. Un peu ça. Donc, comme on disait, vous faites affaire à plusieurs compagnies, vous ne faites pas affaire avec des particuliers, c'est pas directement avec eux. Ce contact-là, il se fait comment avec les compagnies? Est-ce que c'est les compagnies qui viennent voir ou c'est vous qui devez toujours être à l'affût des besoins autour un peu? En fait, ça se fait de 2 et je dirais même de 3 façons. C'est sûr que le conseil d'administration ici de Moisson Sud-Ouest est composé de gens d'affaires. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. C'est un atout, mon Dieu, essentiel. Vraiment, c'est un atout qu'on ne pourrait pas se passer parce que ces gens-là ont des contacts. Donc les réseaux d'affaires, pour nous, c'est important. Donc, il y a toute cette façon de faire-là. Donc, les gens du conseil d'administration entendent parler de quelque chose, disent, écoute, appelle Moisson Sud-Ouest, on a des choses à donner. Donc, il y a cette manière-là. Il y a les compagnies qui nous appellent directement parce qu'on commence à être un petit peu plus connus, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais il y a des compagnies qui connaissent ou qui cherchent chez qui la banque alimentaire du territoire et disent, écoutez, moi, j'ai reçu telle chose, est-ce que je peux vous le donner? Il y a les compagnies de transport aussi qui sont importantes parce que les compagnies de transport, il y a des entreprises en agro qui refusent certains aliments parce que la boîte est brisée, les étiquettes ne sont pas à bonne place, des choses comme ça. Donc, eux ramènent ça, nous contactent, disent, est-ce que vous voulez ça? Certainement qu'on le prend. Nous, on le prend, c'est sûr. L'étiquette n'est pas de la bonne couleur, ça goûte la même chose. La boîte est un peu brisée, ça ne nous dérange pas. On a des boîtes ici. D'ailleurs, un fournisseur, Norampac, qui nous fournit les boîtes gratuitement. Donc, et ça aussi, c'est un autre type de fournisseur. Il y a l'alimentation, mais il y a tout ce que ça prend une moisson aussi pour fonctionner. Et l'autre type qu'on va développer justement, c'est de prendre contact avec les fournisseurs. Donc, ça va être le travail à Caroline cette année, d'aller nous chercher des nouveaux fournisseurs et en présentant ce qu'est Moisson Sud-Ouest, puis en se faisant connaître plus au niveau des communications, je pense que ça va nous ouvrir différentes portes. Et plus vous êtes connu, plus les gens viennent vous voir, plus c'est facile d'avoir le contact. C'est ça. Ça aussi, c'est une chaîne. Ça, c'est ça. Ouais. Au contraire du cercle vicieux de tantôt, là, c'est un bon cercle. C'est un bon cercle, celui-là, oui, effectivement. On a parlé un peu plus tôt de la récupération de la viande congelée, les aliments un peu différents. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler dans les médias ici au Québec. Est-ce que c'est une cause que vous défendez depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes allumé depuis longtemps? On gaspille en ce moment de la nourriture. C'est impensable quand il y a autant de gens qui en ont besoin. Effectivement. Je vous dirais, il y a quelqu'un au niveau du CA, M. Nucci, qui avait parti le projet de la semence à la table. Donc, c'est des cultivateurs qui nous prêtent des lopins de terre, qui cultivent et on amasse là, les fruits et légumes. Donc, directement, ils vous donnent le fruit de leur travail, tout ça. Ça, c'est surtout dans la région de Saint-Clair. Okay. Mais ça, on veut le développer un petit peu aussi parce qu'on a quand même un territoire agricole ici immense. On a le grenier ou le jardin du Québec, là, appelez ça comme vous voulez, mais on en a beaucoup. Fait que ça, c'est un volet qui pourrait être développé et M. Nucci était très, très à l'écoute de ce volet-là. Là, c'est sûr qu'on s'oriente plus vers la récupération en épicerie, surtout les viandes, parce que c'est une denrée qui est extrêmement rare, qui était très, très grande demande. Et qu'on gaspille énormément. Parce que les épiceries, s'ils ne congèlent pas la viande avant la date de péremption, on est obligé de l'acheter. Et eux aussi. Parce que s'ils la congèlent 1 heure avant minuit, la date de péremption... Là où les bactéries attendent. Voilà, ils attendent. Là où les bactéries attendent. Donc, là, on peut passer les prendre. Okay. On a déjà, tous nos bacs sont faits avec les logos de Banque alimentaire Québec. On va pouvoir leur distribuer dans les magasins.
et leur donner une formation sur comment récupérer cette viande-là. Nous, on va pouvoir faire un suivi. Et ça, la viande... Ça a une valeur inestimable pour vous, j'imagine? Écoutez, là, on peut amasser là, des steaks, des T-bones, des filets mignons. C'est assez du canard. Écoutez, c'est particulier, puis ça augmente beaucoup et rapidement le volume. Et au moment où on se parle, est-ce que vous avez de la viande à distribuer? Pas du tout, jamais? Ben, la viande à distribuer, j'en ai parfois de quelques donateurs, mais j'en ai pas de façon régulière, puis j'en ai en très petite quantité. Alors ça va être toute une évolution si ce projet-là fonctionne. Oui, parce que si je prends, admettons, l'argent que les gens me donnent, si je prends $1 pour acheter $1 de viande, il va nous rester qu'on a juste un. Récupération en épicerie, on peut facilement, pour $1 de don, on peut facilement augmenter à 12 et à 15 $ ce qu'on ramasse en épicerie. Fait que ça va être énorme. Suite à mon entretien avec Claire Raymond, je me suis rendu à la recyclerie de Beauharnois-Salaberry qui embauche également des gens ayant des problèmes relatifs à l'emploi. Je me suis entretenu avec Claude H. Vallée qui a fondé la recyclerie de Beauharnois-Salaberry il y a maintenant plus de 12 ans. Ça te vient d'où ce désir-là de travailler, d'aider les gens à réintégrer le marché de l'emploi, à travailler? Oui, ça doit être ma mère Teresa intérieure qui cherche à s'exprimer, mais j'ai toujours travaillé comme enseignant avec des clientèles en difficulté, des gens qui avaient des problématiques sociales diverses. Alors, mais je n'avais pas travaillé avec des adultes, j'avais travaillé avec des ados. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, mais c'est arrivé sans que je cherche ça, c'est une suppléance. On m'a demandé de faire une suppléance. Et je me suis dit, ben oui, tiens, pourquoi pas? Je connais pas la clientèle adulte. Et j'ai vraiment adoré cette clientèle-là. Et puis aussi, c'est que je me suis rendu compte que socialement, il y avait des lacunes à Salaberry de Valleyfield. Il y avait un atelier que le tournant avait à l'époque, il y a 12 ans. C'était un atelier de menuiserie. Et j'étais allé les visiter et je m'étais aperçu que dans le local, il n'y avait aucune fenêtre. Et j'ai pas aimé ça. Et je leur ai proposé à ce moment-là de s'expatrier, de s'en venir à la recyclerie où il y a beaucoup de fenêtres, il y a des arbres, le soleil entre. Et il me semblait que ça serait préférable pour une clientèle ayant des problématiques en santé mentale. Alors, un peu tout ça combiné. Et aussi, ce que j'aime dans ce travail que je fais et que j'ai fait, c'est qu'il y a place pour la créativité. C'est souvent, et même quand j'étais enseignant au secondaire, c'est souvent des cours où il y a peu de manuels scolaires, où l'enseignant est beaucoup sollicité pour créer son propre matériel. Alors, il y a beaucoup de latitude, il n'y a pas d'examen ministériel. Donc, c'est vraiment un peu comme la ligue d'improvisation. On suit notre monde, on compose avec les gens qui nous arrivent et c'est variable de jour en jour. Donc, moi, j'y trouvais mon compte comme créateur, parce que je suis un artiste aussi, j'ai une vie parallèle. Là. Alors, j'y trouvais cette possibilité de m'exprimer à travers une création autre que les arts, mais c'est tout de même de la création. Alors, on pourrait expliquer ça de cette façon-là. Et au niveau de l'industrie plus classique, c'est pas quelque chose qu'on a le réflexe de quantifier, le fait d'avoir des bonnes conditions de travail, tout ça. Souvent, les gens de votre clientèle, ce sont des gens qui, dans un modèle d'emploi plus régulier, sont un peu laissés pour compte. Mais quand on les voit travailler ici, on comprend que ça fonctionne. C'est des gens qui sont aptes à l'emploi. Absolument. Je dirais, certains sont aptes à l'emploi. Je dirais l'emploi standard dans notre société. Mais d'autres sont aptes à l'emploi, mais dans des conditions particulières. Et des fois, c'est pas grand-chose. Ah ben non, c'est souvent l'accueil, l'approche, le contact, la relation. Et quand ils ont ça, ces personnes-là se sentent appréciées, valorisées. Et on a tenté ici à la recyclerie de créer un climat de travail intéressant, sans pression.
Et on voit qu'en enlevant du stress, ça augmente la production, ce qui est assez paradoxal. On pourrait dire, ah non, il faut pousser sur des employés, mais c'est pas ça. Quand on les comprend et qu'on les observe en action, on se rend compte que c'est des gens qui aiment travailler, c'est des gens qui peuvent travailler et c'est des gens qui peuvent évoluer aussi à l'intérieur d'un travail quotidien. Alors, il y a un message à tous les employeurs ici. Je pense que des bonnes conditions de travail, des fois, c'est pas le réflexe. Mais je pense que c'est de plus en plus à la mode aussi, là, je pense, d'avoir des employés heureux, si c'est des employés productifs. Je pense qu'on commence à le comprendre. Puis j'ai l'impression qu'une place comme la recyclerie peut l'illustrer de belle façon. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à la recyclerie? Quand vous recevez des objets, vous les transformez, le parcours typique d'un objet qui arriverait à la recyclerie, supposément. OK. Bien, un parcours typique, c'est que l'objet qui nous est apporté par les citoyens ou par des industries ou des commerçants, parce qu'il y a beaucoup d'industriels et de commerçants qui nous envoient du matériel. D'abord, c'est de s'informer auprès de la personne qui nous apporte ça ou de l'organisme si c'est fonctionnel. Alors là, deux choix. Ou bien c'est fonctionnel, et là, évidemment, on va le tester, le vérifier, l'appareil. Ici même? Ici même, oui, c'est ça. Et puis, si c'est non fonctionnel, ben, on va démonter l'appareil. L'appareil, ça peut être un appareil électrique ou électronique, ça n'a pas d'importance. Ça peut être une brosse à dents, un séchoir à cheveux ou un ordinateur. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher les composantes de cet appareil-là, les métaux et les composantes, et de les séparer, ce qui fait qu'on va avoir un revenu supplémentaire parce qu'on va vendre ces composantes-là et ces métaux-là. Donc, pardon, c'est le chemin que l'appareil suit. Et donc, vous gaspillez rien du tout, il n'y a rien à peu près qui est gaspillé. Ici, là, dans le fond, pour l'instant, la seule chose qu'on ne récupère pas, c'est les plastiques pardon, et les écrans d'ordinateur. Mais c'est quelque chose qui va se terminer d'ici 2-3 semaines parce qu'il va y avoir l'ouverture de l'éco-centre et là, on aura des moyens pour récupérer ces matériaux-là. Ce qui va se terminer d'ici 2-3 semaines parce qu'il va y avoir l'ouverture de l'éco-centre et là, on aura des moyens pour récupérer ces matériaux-là. Évidemment, comme vous disiez, il y a un gros volet environnemental. C'est le volet le plus évident, mais vous disiez, il y a également d'autres ateliers. Les ateliers de formation, c'est quelque chose que j'ai trouvé personnellement très intéressant, qui rentre dans la veine de ce dont on parlait un peu plus tôt. Entre autres, un atelier de lecture de journal. Ça peut paraître anodin, mais j'ai trouvé que c'était une super bonne idée dans une perspective de retour à l'emploi puis de réintégration de la société. C'est venu d'où cette idée-là? Bien, l'idée, c'est pas neuf. C'est dans les CEFER, les centres de formation en entreprise de récupération, qui a été fondé par M. Maurice il y a une trentaine d'années. Donc, on avait instauré cette pratique-là et moi, j'ai pris l'idée de M. Maurice et je l'ai appliqué. Et donc, notre journée commence le matin, on commence à 8 h. De 8 h à 8 h 30, on lit le Journal de Montréal. De 8 h 30 à, ça dépend des matins, 9 h, 9 h 15, des fois jusqu'à 10 h, ça dépend des jours, on va parler de l'actualité. Et cette façon de faire, de commencer la journée, c'est très intéressant parce qu'on commence par communiquer. Et là, on va apprendre à se connaître, à échanger des idées, à avoir des pour, des contre, à confronter nos idées, à défendre nos idées, le cas échéant. Et c'est très agréable. Il y a beaucoup d'écoute. Les gens s'écoutent. Quand quelqu'un parle, c'est silence autour. Et les gens parlent à leur tour. Et aussi, comme animateur, moi, je trouve ça intéressant parce que ça m'aide à comprendre les personnes avec lesquelles je travaille. Et au fil des mois et au fil des années, parce qu'il y en a qui sont ici depuis des années, il se développe une complicité incroyable. Et au Journal du matin, c'est aussi l'occasion pour passer toutes les nouvelles de la recyclerie. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, le côté positif ou négatif, peu importe. J'échange, je communique les nouvelles et ça fait comme une gestion qui est très participative. Je consulte mes participants quand leur idée, moi, souvent je vais leur dire, si ton idée est meilleure que la mienne, je prends la tienne. Mais je vais essayer d'aller chercher
le meilleur d'eux. Et cette façon de faire, ça les rend... ça leur donne une espèce d'étincelle parce qu'ils se disent « je participe à la recyclerie ». Ça vient pas, les décisions viennent pas d'en haut. Souvent, on va discuter les décisions avant de les appliquer. Et je vais aller valider avec les participants. Est-ce qu'il y a du pour, est-ce qu'il y a du contre? Est-ce que, bon, OK, on regarde ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, tu m'attires un regard que j'avais pas eu. Alors, le matin, c'est tout ça. C'est le journal, mais c'est aussi beaucoup de communication, beaucoup de relations entre nous. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance souvent d'avoir leurs idées écoutées, même qui sont rendus des fois à un point qui hésitent à exprimer une idée. Oui. Ici, ça redonne aussi, j'imagine, un peu le côté de prendre une prise de contrôle, une prise de conscience de ses capacités. Oui. C'est que souvent, les gens qui ont des problématiques sociales ou de santé mentale, ça en fait partie, c'est souvent des gens qui ont été exclus. C'est des marginaux. Et quand on donne la parole aux marginaux, on s'aperçoit que, coudonc, ils ont des idées, ils sont capables de réflexion. J'ai des gens, moi, ici, à la recyclerie, qui ont fait de l'université. J'ai des gens qui ont fait un cégep terminé. J'ai des gens qui ont fait le secondaire 5 terminé. J'ai des gens qui ont étudié. Donc, et souvent, dans la société, on confond maladie mentale et déficience intellectuelle, alors que c'est deux choses, mais complètement différentes. N'importe quelle personne intelligente peut avoir une problématique de santé mentale. Et on se rend compte, en jasant le matin, encore là, au journal, autour du journal, qu'ils ont une capacité de réflexion et ils ont un regard très critique sur la société. Mais quand je dis critique, ça peut aussi être très positif. Ils sont capables d'amener des solutions, d'amener des propositions. Et on le vit au quotidien. On le vit au quotidien. C'est très, très dynamisant pour un professeur animateur. C'est une clientèle exceptionnelle. Et avec ce type de clientèle-là, j'imagine que ça nécessite des ajustements aussi de votre part. C'est pas comme gérer n'importe quel autre type d'entreprise. Alors, avec une clientèle comme celle de la recyclerie, ça demande beaucoup d'écoute. On peut écouter avec les yeux, parce qu'on peut voir à un moment donné qu'une personne est plus ou moins dans son assiette aujourd'hui. Ça demande beaucoup de douceur. Ça demande une approche qui n'est pas confrontante. Et aussi, au niveau des exigences, faut qu'on ait en tête une considération très importante. C'est que le temps a peu d'importance. Parce que c'est des gens qui doivent évoluer à leur rythme. Donc, il ne faut pas forcer la chose. J'ai vu des gens qui sont ici depuis des années, qui ont évolué. Mais ça a pris 2, 3, 4, 5 ans avant qu'ils atteignent, je dirais, un niveau de communication intéressant et qui arrivent à sortir de leurs problématiques de santé mentale pour entrer en communication et développer des complicités. Alors, donc, c'est un peu l'approche qu'on a à la recyclerie. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est inhabituel de se dire le temps n'est pas important à l'époque où on vit. Ouais. Mais entre ça ou que ces gens-là n'aient pas l'opportunité de travailler, je pense que le choix est assez clair. Le choix est clair et je vois les résultats parce que ce que ça donne, c'est au niveau de l'estime de soi. Les gens reprennent beaucoup de l'estime d'eux-mêmes. Ils peuvent dire à leur entourage, « Moi, je travaille à la recyclerie ». Et ils ne sont pas obligés de dire « Je travaille dans un milieu adapté, dans un milieu où il n'y a pas de pression. » Ils sont pas obligés, mais ils peuvent dire « Le matin, je me lève, je suis attendu. Il y a quelqu'un qui va me parler aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va m'écouter. Et j'ai une rentabilité. » Parce qu'évidemment, il faut regarder aussi cet aspect-là de l'entreprise. Il faut avoir des revenus. Alors, ces gens-là ont un travail, et le travail, à quelque part, on peut le chiffrer, parce on a fait tant de tonnes de récupération. On a vendu pour, je sais pas, mettons, le dernier mois, on a vendu pour 4 000 $ de métaux et composantes. Mais tout ça, ça leur est dit. Et là, ils vont dire, ben oui, mais c'est moi, avec mon équipe,
qui a réalisé ce travail-là. Donc, c'est une façon d'être sur le marché du travail qui est pareille et différente. Mais ça fonctionne. Et au niveau de la société, en ce moment, c'est difficile pour les organismes communautaires. Au niveau de la population, il y a une frange de la population qui... C'est pas des sujets qui sont sexy pour la grande... Il y a des gens pour qui la conception, c'est de l'argent qu'on gaspille quand on le met dans un organisme communautaire. Mais comme on voit, c'est de l'argent investi qui revient au final parce que ces gens-là redeviennent actifs. Oui. Plusieurs personnes m'ont dit... Claude, je prends moins de médication. J'ai baissé ma médication. Il y a aussi des employeurs, excusez-moi, c'est pas des employeurs, des industriels qui, une fois qu'ils ont compris la mission de la recyclerie, vont nous donner plus facilement leur vieux matériel informatique. Parce qu'ils comprennent la mission et la rentabilité sociale. Parce que ces gens-là, ils sont pas dans la rue. Ils ne sont pas sur un banc de parc. Ils ne sont pas chez eux à déprimer en se berçant en regardant la télévision ou à l'hôpital. Donc, tout ça, c'est une rentabilité sociale que moi, je vois et que je constate au quotidien. Sur le site Internet, j'ai vu qu'il y avait du personnel complémentaire aussi pour, encore une fois, si les gens ont des besoins particuliers, comment ça se décline ce volet-là? On parle de psychologue ou on parle... Non, c'est plus des intervenants sociaux. Okay. Quand je dis « des », c'est beaucoup dire, c'est pas « des », c'est un. Un ou une. D'abord, moi, je suis orthopédagogue, donc je suis, je pense, le premier répondant. Je suis la permanence de la recyclerie. Parce que je dis ça parce que souvent les intervenants sociaux, les éducateurs spécialisés, ils sont souvent de passage. Ils sont là pour 6 mois, ils sont là pour 3 mois. À l'occasion, c'est des stagiaires du Collège de Salaberry-de-Valleyfield, donc qui vont faire un stage pendant 6, 7, 8 mois. Après ça, c'est des gens qui partent. Donc, il y a des intervenants, mais pas d'une façon constante. C'est sûr qu'au Centre Nouvelle-Envol, il y a une travailleuse sociale qui est disponible, mais encore là, c'est disponible pour des cas vraiment particuliers. Alors ça, c'est peut-être une lacune que nous aimerions corriger dans les années qui viennent. On aimerait ça avoir un ou une intervenante spécialisée, éducatrice spécialisée à temps plein. Oui, effectivement, ce serait beaucoup... c'est dans les objectifs. C'est dans les objectifs, oui. Il y a aussi un côté, encore sur la réintégration à l'emploi, vous avez des partenariats pour faire des stages aussi? Oui. Oui. La beauté de la chose avec l'éducation des adultes, c'est que quelqu'un qui est à la recyclerie, qui est avec nous depuis un certain temps, donc une personne qui évolue, qui a comme corrigé certaines lacunes, donc elle va se retrouver sur le seuil de l'emploi. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que j'ai une collègue, Marina Grenier, dont j'ai parlé au tout début de l'entrevue, qui, elle, va s'occuper de ces personnes-là. Alors moi, ce n'est plus mon élève, je passe l'élève à Marina Grenier, et elle va s'occuper de stages, de supervision de stages et d'insertion, je dirais, plus directe sur le marché du travail. Alors, c'est la beauté d'être à l'éducation des adultes. La porte, donc le chemin est tracé vraiment. Oui. On n'abandonne personne en cours de route. Non. Quand quelqu'un s'en va, c'est qu'il est arrivé à bon port généralement. Oui, parce que je dis l'éducation des adultes, mais ça peut être aussi CRESO, ça peut être PS Jeunesse, ça peut être d'autres organismes aussi qui, selon le choix des personnes, ils peuvent dire, moi je préfère aller vers tel ou tel organisme, mais ça aussi c'est disponible. On travaille beaucoup en collaboration avec des organismes communautaires ou des organismes d'insertion sociale au sens large. Et vous parliez de la type de clientèle, vous parliez des problèmes de santé mentale. Est-ce que c'est exclusivement des problèmes de santé mentale? Non. Je dirais qu'il y a un fort pourcentage. Mais à la recyclerie, il y a des gens, plusieurs par année, je ne sais pas, quelques dizaines de personnes qui viennent faire des travaux communautaires. Okay. Alors, ces gens-là, on pourrait dire qu'ils ont eu un petit problème social. Souvent, ils n'ont pas payé leur ticket. Donc, ils viennent faire du temps chez nous et on les accueille
comme s'ils étaient des participants, comme s'ils étaient notre clientèle régulière, c'est-à-dire qu'ils participent aux activités, aux mêmes activités que les participants. Alors, il y a cette clientèle-là. Il y a aussi une clientèle, je disais, peut-être un 5, 10, 15 qui n'ont pas de problème de santé mentale, mais ils peuvent avoir, je dirais, des problèmes sociaux. Ça peut être quelqu'un qui a fait une dépression, qui décide lentement de réintégrer le marché du travail, mais il ne se sent pas prêt à tomber dans une locomotive qui file 35 heures semaine. Donc, ils vont venir ici, selon leur rythme à eux. Donc, ça, c'est une partie de notre clientèle. Et vous trouvez comment cette clientèle-là? Comment est-ce qu'ils se rendent jusqu'à vous, cette clientèle-là? Souvent, ils sont référés soit par le Centre Nouvel Envol de l'éducation des adultes ou par des organismes communautaires. Ça peut être le Tournant, ça peut être MHTV, le Café des Deux Pains. En tout cas, pensez à SRSOR. Bon, il y a beaucoup d'organismes avec lesquels on est en lien. Et Clinique externe en santé mentale, mais c'est plus pour la santé mentale. Alors, ces gens-là nous connaissent notre approche, connaissent la qualité, je le dis, la qualité de notre accueil. Je pense qu'on peut. je peux le dire, bon, bien humblement. Donc, ces gens-là vont nous référer des clients. Il y a le volet vente aussi qui est très intéressant. C'est qu'ici, quand un produit, donc comme on le disait un peu plus tôt, quand il est réparé ici, il est testé, il fonctionne, vous le vendez directement sur place. Absolument. Et bon, étant donné qu'on est à l'atelier, je peux dire qu'on a les meilleurs prix en ville. Je suis allé à l'atelier, je peux confirmer que c'est très compétitif. Donc, mais il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui sont en bon état. Des fois, des gens vont se dire « Ah, ben là, ça appartenait à mon père. Mon père est rendu dans un centre d'accueil, donc le micro-ondes que je vous apporte, il fonctionne. Alors, on va le tester, évidemment, et on va le mettre en vente dans le magasin. » Aussi, on a un technicien qui répare des appareils électroniques. Et là, on a des électriciens qui réparent des appareils électriques. Donc, souvent, le problème n'est pas majeur. Ça peut être un interrupteur, un petit fil dessoudé, des choses comme ça. Donc, on répare ces appareils-là, on les met en vente dans le magasin. Et je dirais que notre clientèle s'élargit parce que le bouche à oreille se fait. Alors, pour des aubaines, c'est vraiment la recyclerie, à la recyclerie qu'il faut se rendre. Non, vraiment, on blaguait, mais les prix sont vraiment, vraiment bas. Ça vaut la peine. Des fois, on n'a pas le réflexe d'y penser, mais je pense que si les gens écoutent, ils vont peut-être avoir le réflexe de venir faire un tour. Je pourrais ajouter, j'ai acheté une chaufferette, mettre dans mon garage, et elle fonctionne depuis des années. J'ai payé ça 10 piastres. C'est le bonheur, peut-être. En plein cœur de Valleyfield, en plus, c'est bien situé, c'est facile d'accès. Vous n'êtes pas perdu. Oui, on est au centre de Valleyfield. On est au coin des rues Saint-Charles et Dufferin. C'est tout près du Havre Santé, près du centre d'achat qui est dans le cœur de la ville de Salaberry de Valleyfield. Oui, on est bien situé. Les ateliers complémentaires aussi, c'est un volet qui est très intéressant. On a vu la lecture de journal qui ouvre chaque journée. Mais juste à côté, dans l'autre local à côté, il y a un atelier de création artistique. Ça aussi, c'est assez inhabituel dans une compagnie. Ça fait partie de notre couleur. On parle des arts, je peux bien dire couleur. C'est le jeudi après-midi. On offre à nos participants, il y a beaucoup de liberté ici. Hein, on l'offre. Bon, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à travailler au démontage. Vous pouvez aller dans un atelier d'expression artistique ou vous pouvez aller au gym, faire du ballon volant, faire du basket, en tout cas. Bon, donc, les gens, il faut qu'ils soient quelque part, mais ils ont le choix. Et ça peut être une semaine, on va en art, une semaine, on va au basket, on revient. Il n'y a pas de contrainte. Beaucoup de liberté ici. Et l'atelier en art, c'est qu'on s'est basé sur l'approche des impatients de Montréal. Ils sont venus nous voir aussi. Ils nous ont, comme je pourrais dire, accrédité. Notre approche est bonne. Il y a une travailleuse sociale qui s'occupe de l'atelier. Il y a aussi une intervenante du Tournant qui vient ici. Moi, à l'occasion, je suis là aussi. Et c'est l'expression libre. Alors, on offre des matériaux, des techniques et tout ça, et les gens vont faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent faire. C'est pas des cours, c'est vraiment de l'expression. Et on dit souvent que en santé, les gens qui ont des problématiques en santé mentale ont de la difficulté à exprimer un peu leur état d'âme, comment ils se sentent, comment ils se vivent de l'intérieur. Alors, par les arts, c'est souvent un moyen de
sortir ce qu'on porte à l'intérieur. Et les moyens, ça peut être par l'écriture, ça peut être par la peinture, la gouache, le tricot, même une a fait du tricot. En tout cas, c'est vraiment très, très, très large comme... c'est-à-dire, les moyens qu'on offre sont très variés. Et ça fonctionne bien? On voit une différence vraiment sur l'humeur de la clientèle? Oui, comme moi, je suis là depuis un certain temps, j'ai pu voir à travers des dessins, à travers des peintures. Je pense à une fille en particulier, une jeune femme. J'ai pu voir son évolution graphique. C'est incroyable. Son histoire se raconte à travers. Oui, on est parti quasiment d'un gribouillage de barbeaux, de gouache, de peinture tout mêlé, pour arriver à des figures noires, jusqu'à des figures lumineuses, je dirais. Alors, et ça s'est passé au fil, peut-être au cours une année scolaire, là, sur 9-10 mois, mettons. Le symbole est très fort. Oui, et celui-là, c'était visible. Là. C'était, et j'ai trouvé ça assez spécial. Et il n'y a pas de mots, c'est juste, tu regardes les dessins, tu les mets bout à bout, côte à côte, et tu vois qu'il y a une progression qui s'est faite dans le cheminement de cette personne-là. Et ça, c'est fascinant de pouvoir constater ça. J'imagine que pour l'initiative, le gars qui a pris l'initiative doit être fier de voir ce genre de résultats-là. Oui, c'est fascinant pour les personnes, c'est fascinant aussi pour le regard extérieur, pour les intervenantes qui sont là. Puis c'est fascinant aussi pour l'artiste de voir comment les arts qui n'ont pas de mots peuvent arriver à exprimer l'intériorité des personnes. Fascinant, fascinant. Et là, on en a parlé, on en a glissé un mot rapidement en début d'entrevue. Le gros projet dont on parle beaucoup dans les médias locaux, c'est l'écocentre qui s'en vient, un gros projet qui va révolutionner un peu la façon de faire ici dans la région, du moins qui va améliorer l'offre en fait d'écologie. Exactement, le projet, ça va débuter quand et puis où on en est en ce moment? Le projet, dans le fond, c'est l'écocentre de Salaberry de Valleyfield. C'est un projet de la ville de Valleyfield. C'est la ville qui est propriétaire de l'écocentre. La ville de Valleyfield a confié à la distillerie Beauharnois-Salaberry la gestion de l'écocentre sous le mode économie sociale. Ça, pour nous, c'est très important. Et on remercie la ville d'avoir eu cette vision-là. De plus en plus ouverte, d'ailleurs, à ce niveau-là. Oui, ils ont partagé notre vision. Et l'ouverture, c'est le 22 avril. C'est vraiment, c'est tout proche, là. Alors, donc, on va être prêts. On est actuellement à l'embauche des employés qui vont travailler là. Il y a une chargée de projet qui est en train d'élaborer le mode économie sociale, le mode de gestion économie sociale. Donc, on va être prêts. Ça va être un beau printemps pour nous autres. On a hâte. On a très hâte. Est-ce que ça suscite la curiosité ou la façon d'amener la compagnie, finalement? Est-ce que ça suscite de la curiosité chez des personnes qui ont des compagnies plus traditionnelles ou des façons de faire plus traditionnelles? Est-ce que ça commence à se discuter? Oui, c'est drôle, hein? Je dirais, les gens qui nous suivent le plus près, de plus près, c'est les gens du Centre local d'emploi. OK. Je dirais qu'on a une bonne cote. Parce qu'on a créé des emplois. Depuis quelques années, on a réussi à insérer socialement en emploi plusieurs personnes. Donc, le Centre local d'emploi, les intervenants particulièrement, voient que notre démarche porte des fruits au niveau de l'emploi. Il y a des répercussions sociales, là, mais vraiment très concrètes. Et aussi chez les commerçants, les industriels, on nous regarde aller. Avec une espèce de curiosité. Vous sentez qu'il y a un œil oui, c'est ça, oui. Puis on le constate aussi par les dons qu'ils vont nous faire. On a gagné un prix à la Chambre de commerce il y a 2-3 ans peut-être. Alors, c'était une belle reconnaissance qui vient du milieu des affaires. Donc, il y a un intérêt pour le modèle économie sociale de la distillerie. Et la beauté de la chose, c'est que nous ne sommes pas en concurrence avec, je dirais, le secteur commercial en général. Parce qu'on touche des créneaux qu'eux ne touchent pas. On fonctionne avec des employés, une clientèle qui ne se retrouverait pas chez eux. Donc, on est vraiment complémentaire au marché du travail traditionnel ou au système économique régional. Donc, on est un acteur du système économique.
Si ça peut avoir seulement fait germer l'idée, planter la graine d'avoir l'idée de donner de meilleures conditions de travail et de comprendre que ça peut être quelque chose de rentable, je pense que ce serait déjà un bon pas. Félicitations dans cette optique-là. Merci beaucoup. Et puis, les gens peuvent apporter également donc, leur matériel ici, juste en concluant l'émission. L'information, où on peut la retrouver? Vous avez un site Internet? On a un site Internet, on a à l'occasion des dépliants, parfois des articles de journaux, parfois de la pub dans les journaux. On est ouvert 5 jours semaine, de 8 h à 5 h. On est situé au coin des rues Dufferin et Saint-Charles, à Salaberry de Valleyfield. On accepte tous les dons qui viennent de Châteauguay, de Sainte-Martine, de Beauharnois, de Valleyfield, peu Parce importe. que c'est un centre régional. Dans la région, ici, sur le territoire, il n'y a pas d'autres... Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'apparentent? Non, il n'y en a pas. Fait qu'on fait affaire sur 3 MRC, Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry et le Haut-Saint-Laurent. Donc, on est vraiment régional. Et avec Boisson Sud-Ouest, je pense qu'on va l'être encore davantage. On va élargir notre territoire, notre champ d'action. Bien, merci beaucoup c'est un plaisir. aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un plaisir.